Donc, dernière intervention de la journée, celle de Stéphane Tonela, que je remercie beaucoup. Stéphane est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire architecture, ville, urbanisme et environnement. Il a conduit en fait de nombreuses recherches à Paris et à New York sur les transports collectifs ou encore sur le rôle des espaces publics en ville. Sont-ils éthiques? Contribuent-ils à l'éthique démocratique? Contribuent-ils à la mixité? Ou encore quel rôle dans les mobilisations autour des projets d'aménagement? On a parlé ce matin et un petit peu cet après-midi, mais surtout ce matin, en fait, des mobilisations contre les grands projets inutiles. Donc, on en a parlé aussi beaucoup cet après-midi. Et donc là, Stéphane nous propose une chronique ethnographique de la mobilisation contre le méga complexe. J'avais dit multi, mais j'ai vérifié, c'est méga complexe, je crois qu'on appelle ça, Europa City, et la défense de la démocratie et des terres agricoles du triangle de Gonesse en Île-de-France. Je te laisse la parole pour 40 minutes, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Merci Valérie, merci au GIST pour cette invitation. Donc moi je me présente comme ethnographe parce qu'en fait je ne sais pas trop ce que je suis disciplinairement. Mais ethnographe, je trouve que ça va bien, et surtout c'est pas un titre protégé comme je le disais avant. Donc je suis urbaniste ethnographe. Donc pendant très longtemps, comme l'a dit, j'ai travaillé sur l'usage, la maintenance et le design des espaces publics urbains. Et puis, j'ai eu envie un peu d'aligner ce genre de travail avec mes préoccupations écologistes, parce que je suis écologiste. Et donc, j'ai essayé de trouver une lutte, une mobilisation dans la banlieue parisienne, parce que je ne voulais pas aller trop loin, qui soit localisée dans un espace particulier. Parce que la discipline que j'essaye de pratiquer, c'est ce que Cetalo, on en parlait juste à l'instant là, avec Gilles Verprette, appelle l'ethnography of space and place, hein, l'ethnographie des lieux, je dirais ça comme ça. Mon entrée, c'est d'abord les lieux, en fait. Donc j'ai choisi un terrain qui est le triangle de Gonesse, qui sont ces terres agricoles que vous pouvez voir là sur la photo. Et je m'y suis plongé à travers le groupe qui en a fait sa défense, qui en a pris sa défense. Avec l'espoir d'y trouver quelque chose d'intéressant en ethnographie. Moi, je n'ai pas d'hypothèse a priori, mais peut-être juste des ambitions. Et là, l'ambition, c'était peut-être de trouver quelque chose comme, j'aime bien ce que Laurent Jean-Pierre appelle une perspective du possible, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait dans l'étude de ce mouvement de protection des terres agricoles en bordure de Paris quelque chose d'un peu utopique, de l'ordre justement peut-être de ce que Olin Wright appellerait une utopie réelle. Hein. Mais alors pour l'étudier, j'ai pris 5 ans de terrain et j'ai assisté à beaucoup d'événements, d'activités, de réunions, de tout ça. Et maintenant j'écris un livre, une HDR d'ailleurs pour commencer, qui se base sur ce que j'appelle des scènes ethnographiques. C'est quelque chose que je reprends de Jacques Katz, qui est cet ethnographe américain, qui nous dit que en fait, la description ethnographique, c'est ce qui nous permet d'aller du pourquoi au comment. Non, pardon, l'inverse. Du comment au pourquoi. Hein, de comment les gens font ce qu'ils font et à pourquoi ils font ce qu'ils font. Et Jacques Katz, il parle des flèches lumineuses de la description. J'aime bien cette idée. Hein. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essayer de vous faire un petit parcours à travers quelques-unes des scènes ethnographiques que j'ai sélectionnées dans ce terrain de 5 ans. Je n'aurai pas le temps de les faire toutes, hein, mais je vais m'arrêter sur quelques-unes. Et puis, je vais essayer de décrire, pour finir, ce que ce serait cette perspective du possible que j'ai finalement identifiée dans ce terrain. Alors, pour vous donner un petit aperçu, j'essaye, pour l'instant, l'appellation que je lui donne, c'est démocratie écologique publique. Mais c'est à débattre. Hein. Je cherche les mots. Voilà. Donc là, vous voyez, le premier jour où j'étais sur les terres de Gonesse, c'était la première fête des terres agricoles de Gonesse. C'était en mai 2017. La lutte, elle avait déjà 6 ans à l'époque. Ce n'était pas une lutte toute jeune. Et c'était la première fois qu'elle réussissait à rassembler un tel monde dans ce petit terrain, au milieu des terres agricoles,
entre l'autoroute A1, l'aéroport du Bourget, l'aéroport de Roissy et d'autres voies rapides. Ce que peut-être Marc Roger aura appelé un non-lieu, une sorte de friche agricole coincée dans les autoroutes, mais qui, ce jour-là, était devenu public. Le sens du mot public que j'utilise là, c'est le mot public au sens de Dewey. C'est l'idée que ce collectif pour le triangle de Gonesse, que j'ai intégré pendant 5 ans, il avait réussi à faire de cet espace un concernement public. Il avait réussi à rassembler un public sur un espace, dans un espace, qui du coup devenait public. Et alors ça m'a posé une question qui est, est-ce que finalement on peut avoir des phénomènes de publicisation en grande périphérie, voire à la campagne, dans les endroits où en fait la sociologie urbaine qui s'intéresse aux espaces publics n'a pas l'habitude de parler de publicisation. Voilà, c'est la question un peu que je me suis posée en arrivant. C'est plus la question que je me pose aujourd'hui. Mais bon, alors dans ma chronique ethnographique, il y a plusieurs parties, mais qui sont chronologiques. La première partie, c'est là que j'essaye de montrer comment la mobilisation s'est organisée. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, mais en tout cas, juste pour vous dire, l'enquête, mener l'enquête, c'est crucial dans cette mobilisation. Mais je pense que c'est un des traits qui, aujourd'hui, caractérise la plupart des mobilisations écologistes. Là, je suis en train de lire le livre des soulèvements de la Terre, première secousse, et j'en suis à la page 150 à peu près, et le mot enquête apparaît toutes les 2 pages. C'est extraordinaire. J'aurais jamais cru que c'était le cas. Quand j'arrive, l'enquête, elle est déjà plus ou moins bouclée. Il y a eu une commission particulière du débat public en 2016 sur le projet EuropaCity à cause de son budget. Et cette commission, si elle n'a pas tranché, elle a réussi à aider les militants à mettre le projet EuropaCity à l'agenda public. Et donc, elle a aidé aussi les militants à faire des cahiers d'acteurs, ce qu'on appelle, hein, et à mener l'enquête, notamment une contre-expertise sur l'emploi, par exemple. Enfin, il y a plein de choses. Bon, j'en parle pas trop là de l'enquête. Là, ça c'est pour vous présenter le terrain. Donc, c'est à 15 km du centre de Paris. Le triangle de Gonesse, ce sont des terres agricoles qui sont coincées à l'intérieur de la limite de l'urbanisation de l'Île-de-France et qui ne sont pas construites parce qu'elles sont coincées entre les aéroports et donc interdites au logement à cause du plan d'exposition au bruit des aéroports. Ce qui fait que pendant un moment, ces terres ont été protégées de l'appétit immobilier des promoteurs, mais arrivé les années 90, l'appétit a commencé à se faire sentir. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de ces militants que j'ai rencontrés à travers juste l'un d'eux, qui est Bernard Loup. Bernard Loup, c'est le président du collectif pour le triangle de Gonesse. C'est un des activistes écologistes les plus connus du Val d'Oise, qui fait peur à tous les promoteurs. Une petite anecdote qu'on m'a racontée, c'est que une fois, il y a un promoteur qui voulait construire un centre commercial quelque part dans le Val d'Oise, et le préfet lui a dit bon, il faut aller voir Bernard Loup. Et le préfet, donc le promoteur est allé sonner à la porte de Bernard et a dit oh ouais, on m'a dit que je vais à un centre commercial, là, on m'a dit qu'il fallait que je vous demande votre autorisation. Voilà. Et donc Bernard Loup, il est connu dans le Val d'Oise pour avoir détourné l'autoroute A16, enfin plein de choses. Et le portrait, il est intéressant parce que c'est un objecteur de conscience qui est fils d'un instituteur de village du Tarn, qui a fait les scouts, qui a fait une licence de maths, mais qui ensuite a fait objecteur de conscience et est devenu ouvrier dans la métallurgie, en Seine-Saint-Denis, syndicaliste, délégué syndical, CFDT, puis ensuite est devenu prof de maths sur le tard, hein, non qualifié, mais a été titularisé par des vagues de titularisation et est devenu un militant écolo. C'est ce que j'appelle un hussard de la République au sens le plus conventionnel du terme, mais aussi il illustre, j'allais dire, cette mobilisation des petits moyens, hein, cette petite bourgeoisie pas très intellectuelle qui a accédé à une ascension sociale grâce aux services publics, hein, et donc des gens qui sont très marqués par l'éthique du service public.
bon, il n'est pas le seul, ils ne sont pas tous comme ça, mais je vais pas vous faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Bernard, il recrute à la confiance. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Mais quand je suis allé le rencontrer pour lui demander si je pouvais étudier leur mobilisation, et je voulais voir si ça m'intéressait, il m'a reçu dans la cuisine. Geneviève, c'est dans la cuisine, ça commence, ouais. Il m'a reçu dans la cuisine. Sa femme, qui est une ex-conseillère régionale, était en train de cuisiner. Elle ne disait rien, mais elle écoutait. Et sur la toile cirée, là, j'ai pris des notes pendant 2 heures. Il m'a parlé sans interruption. Et je n'ai pas posé une question. Et à la fin, je me suis dit, mais bon, ben, bien sûr que je vais étudier cette lutte. Ce gars-là, il m'a tout dit. Il m'a fait une confiance dingue. Maintenant, il faut que j'y aille. Ça, c'est ce que j'appelle le recrutement à la confiance. C'est très intéressant, ce recrutement à la confiance, parce que je me suis aperçu qu'en fait, il faisait ça avec tout le monde. Moi, je croyais que c'était moi parce que j'étais sociologue. Mais en fait, non, ce n'est pas du tout le cas. Je ne vous raconte pas comment je m'en suis aperçu, mais l'idée, c'est que la confiance, c'est un moyen de recrutement qui recrute à la conviction. C'est très intéressant. Et ça permet de retenir les gens qui sont sensibles à la cause et d'écarter les gens qui sont là pour d'autres motifs, que ce soit personnel, utilitariste ou ce qu'on veut. J'y reviendrai. Alors, une des premières scènes dont je voulais vous parler, c'est le vote du PLU au conseil municipal, de la révision du PLU. Donc, le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. La mairie avait fait une enquête publique. Elle avait eu un avis négatif parce que les militants s'étaient mobilisés. Et elle voulait quand même voter le PLU qui consistait à zoner les terres agricoles en zones à urbaniser. Comme ça, ils pouvaient construire ces terres du triangle de Gonesse. Et donc, au conseil municipal, on était une trentaine de militants, à peu près la moitié de la salle que vous voyez là. Et on n'a pas le droit de prendre la parole. Hein. C'est que les conseillers municipaux qui ont le droit de discuter la révision et de voter. Donc, il fallait qu'on obtienne une interruption de séance. Comme ça, on aurait pu prendre la parole et mettre le maire devant le fait accompli de l'avis négatif du commissaire enquêteur et des incohérences de cette révision du PLU. Mais on ne pouvait pas. On ne pouvait pas parler. Alors donc, on a passé 1h30, 2 heures à tousser, à faire du bruit, tout ça, pour obtenir une interruption de séance. Et là, la photo que vous voyez, c'est le moment où un des militants, Jean-Yves, qui est le vice-président, il porte une légion d'honneur à parce qu'il était proviseur d'un lycée du 93, il se lève et il dit « Moi, je veux prendre la parole », comme ça. Et le maire dit « Vous sortez ». Et il envoie ses policiers. Là, il y a Xavier Renoux, des désobéissants qui s'attachent à ses jambes. Il dit « Si vous le sortez, vous me sortez aussi ». Pierre Cerne, qui est, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un militant écolo ex-élu du conseil régional, dit « Moi aussi, je sors ». Voilà. Et le maire dit... au bout d'un moment, ça se calme, tout ça, et le maire dit « Bon, la séance qui n'est pas interrompue va pouvoir reprendre ». C'est très intéressant, cette idée que, en fait, la séance était interrompue, mais il ne pouvait pas le reconnaître. Et en fait, ce qu'on voit, bon, je n'ai pas le temps de vous détailler un peu plus les motifs de cette réunion, mais ce qu'on voit là, c'est un débat ou une contestation public de la légitimité du maire à faire voter son PLU. Ce qui est très intéressant, c'est que le maire, et c'est les arguments qu'il déploie lors de cette session, s'appuie sur une légitimité qu'on pourrait qualifier d'uniquement procédurale. Alors que les militants, eux, s'appuient sur une légitimité qu'on pourrait qualifier de responsabilité politique. Ça, c'est les mots de Weber. Hein. Weber nous dit la responsabilité, elle n'est pas... la légitimité politique, pardon, elle n'est pas juste obtenue par le vote, elle est aussi obtenue par le comportement des élus qui doivent être responsables envers leurs administrés. Or ici, on voit dans cette scène une division très claire de la distribution de la légitimité. La légitimité procédurale d'un côté, la légitimité politique de l'autre. Bon, je n'ai pas réussi à vous rendre le sens d'une... ethnographique de ça, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Juste le lendemain de ce vote du PLU, j'étais chez le promoteur immobilier, donc Auchan, Imochan, qui faisait le projet Opacity, pour nous présenter la nouvelle version de ce projet. Donc je vous le présente rapidement. Là, vous voyez le rendu. En fait, l'idée, c'était de glisser des bâtiments sous la terre hein, pour faire des vagues, comme si on était... Vous voyez, on dirait qu'on est dans un champ, en fait, enfin dans un bois ou je ne sais pas quoi, mais en fait,
c'est 800 000 mètres carrés de locaux, 250 000 mètres carrés de commerce. Ça aurait été le plus grand centre commercial d'Europe. Et puis un parc aquatique et enfin une piste de ski. Alors les militants disent la piste de ski sous hangar. Toi, tu dis le méga centre commercial. Ça, c'est les militants qui ont fait passer ce mot. Parce que c'était pas du tout, ça ne s'appelait pas comme ça. Et je vous en parlais de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'appuie sur une idée du marketing expérientiel. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, quel était le modèle écologique de ce... économique, on peut en parler aussi, mais non, économique de ce centre commercial, c'était ce qu'ils appellent le marketing expérientiel. C'est l'idée que les visiteurs vont avoir une expérience dans ce site. Cette expérience suscitera des achats ultérieurs sur leur téléphone portable, leur télé, leur ordinateur, ce que vous voulez. Donc, par exemple, quand ils descendent la piste de ski, là, ils ont leur téléphone qui a été bipé à l'entrée et quand ils arrivent, ils disent « Ah, j'adore votre style de slalom, est-ce que vous ne seriez pas intéressé par les nouvelles Nike machin ?» Voilà. Et donc, l'idée, c'est un peu le promoteur que j'ai vu ce jour-là à La Réunion, il nous a parlé du showroom de Citroën sur les Champs-Élysées. C'est un showroom qui ne vend pas une seule voiture, mais qui est là pour rappeler aux touristes qui passent, notamment aux touristes français, hein, les touristes qui passent sur les Champs-Élysées, qu'ils ont vu Citroën sur les Champs-Élysées, ce serait pas mal d'acheter une Citroën. Voilà, c'est un peu ça l'idée. L'expérience, ce qui est intéressant, c'est que l'expérience du promoteur, elle s'oppose à une, je sais pas pourquoi ça fait ça, une expérience militante qui n'est pas du tout la même. Les militants, ils sont aussi très attachés à l'expérience. Et là, une expérience, c'était celle de cultiver ce petit bout de terre sur lequel on a fait la fête pour ensuite emmener les légumes pour faire une soupe populaire à la place de la République. Et là, l'idée, c'était de montrer aux gens et de leur faire goûter la soupe et donc de leur donner une expérience de goûter des légumes qui seraient cultivés en région parisienne. Ce qui paraît quelque chose d'assez fou aujourd'hui, qu'on doive rappeler aux gens qu'on peut manger des légumes de la région parisienne. La ceinture maraîchère, qui a longtemps nourri Paris, a aujourd'hui complètement disparu. Et donc, l'idée, c'est de reconnecter, d'une certaine manière, la banlieue, la périphérie agricole à la ville. Ça, c'est ce que j'appelle le travail de l'expérience militante, hein, qui est un travail très intéressant, mais qui s'oppose à l'expérience du marketing expérientiel parce qu'elle est, collective, réfléchie autour de motifs de mobilisation. Bref, je ne vais pas vous parler de tout. Juste une chose qui est très importante dans les mobilisations, ce sont les réunions. Alors moi, je ne savais pas que je m'engageais à un tel... calvaire, je dirais, non, c'est pas un calvaire, mais les réunions sont très importantes. Vous voyez qu'on a eu la mobilisation, elle est organisée selon 2 réunions, la réunion du conseil d'administration de l'association et la réunion dite de la convergence qui est ouverte à tout le monde et qui se tient à Paris, alors que l'autre, elle se tient à Villiers-le-Bel en banlieue. Et ces 2 réunions, c'est un fonctionnement bicaméral, hein, j'appelle, de la mobilisation, un peu comme si on copiait le gouvernement dans une forme utopique ou alternative de gouvernementalité. Et elle fonctionne, par exemple, avec des décisions prises au consensus, ce qui est très intéressant. Et, voilà, je n'ai pas le temps de détailler un peu plus, mais pour dire que les réunions, ça prend beaucoup, beaucoup de temps militant. Une deuxième partie, c'est la guerre des mots. Alors là, on pourrait peut-être s'arrêter sur 1 ou 2 mots, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, dans le régime, j'allais dire, néolibéral dans lequel on est, l'essentiel, ce qui est intéressant, c'est que les promoteurs, comme le gouvernement, comme les militants, sont tous d'accord pour dire qu'il faut faire de l'écologie, qu'il faut protéger les terres agricoles, que les centres commerciaux, c'est mal. C'est intéressant. Du coup, le problème, ce n'est pas de savoir si un centre commercial, c'est mal, c'est de savoir si le centre Europa City est un centre commercial. En fait, les promoteurs nous diront ce n'est pas un centre commercial. Ce n'est pas un centre commercial parce que il n'y a pas de caddie. Voilà, par exemple, il n'y aura pas de grande surface avec des caddies, mais il y aura quand même 500 boutiques. Pareil sur les terres agricoles. Le maire nous dira, ce ne sont pas des terres agricoles, c'est une friche, elles sont déjà industrialisées, elles sont polluées par les avions, c'est plus des terres agricoles. Voilà.
Et donc, en fait, une bonne partie de la mobilisation consiste en ce que j'appelle une sémantique du conflit, c'est-à-dire à défendre les mots de la mobilisation. Ça, c'est très important à comprendre aujourd'hui. Je pense qu'une bonne partie des mouvements militants aujourd'hui, en fait, mènent une guerre des mots. On ne se rend pas compte de ça. Alors là, par exemple, c'était l'enquête publique pour la déclaration d'utilité publique de la ZAC. Vous savez ce que c'est une ZAC? Une zone d'aménagement concerté, donc le projet d'aménagement, quoi. Et donc là, j'ai pu voir que, par exemple, le mot public, il avait des sens très différents suivant les partis qui participaient à cette enquête publique. Là, par exemple, vous avez des gens pro-Europacity qui manifestent de façon assez voyante et imposante et pour lequel le sens du public, c'est le territoire. C'est comme ça qu'ils le disent, c'est-à-dire nous, les habitants du territoire. Il ne faut pas que les écologistes parlent pour nous, c'est nous, le public. C'est donc une notion territoriale du public. D'accord ? Mais à l'inverse, les militants, eux, ils ont une notion beaucoup plus, j'allais dire, de l'intérêt général du public, c'est-à-dire plus de Wien, de tous les franciliens qui seraient concernés par ce méga-centre commercial. Et donc, ils contestent cette idée qu'on doit limiter le public aux gens, les habitants de Gonesse. Et finalement, le commissaire enquêteur, lui, il a encore une autre notion du public. Lui, il a donné un avis favorable, malgré... Alors, je vous montre... zut. Là, par exemple, ça, c'est tous les avis déposés, négatifs, et favorables ou défavorables au cours de l'enquête publique. Donc, il y a eu plus de 80% d'avis défavorables. Mais malgré ces 80% d'avis défavorables, le commissaire a donné un avis favorable. Et pour lui, le public, c'est l'administration publique. C'est-à-dire que le commissaire, il prend son rôle comme étant... il doit donner des informations pour nourrir la décision publique, c'est-à-dire la décision de l'administration, du préfet. Voilà. Et donc, on comprend que quand il parle d'enquête publique, en fait, personne ne comprend ce qu'il veut dire. C'est ça ce que je veux dire par la sémantique des mots. Il faut s'apercevoir qu'il y a plein de situations comme ça, dans lesquelles on est dans un quiproquo permanent sur le sens des mots. Public, terre agricole, centre commercial, tous ces mots-là, en fait, les militants sont obligés de mener un combat pour leur redéfinition. Voilà. Bon. Ça, c'est ce que j'appelle la sémantique du conflit. Je reprends ça à Lescano, qui est un linguiste à l'École des hautes études. Donc ça, c'était pour la définition des terres agricoles aussi. Bon, je passe là-dessus. Là, c'était la deuxième fête des terres agricoles. C'est là que les militants ont construit une tour qui s'est appelée la Girafe, lors de laquelle on pouvait voir, vraiment visualiser l'ensemble des terres menacées et leur environnement. Et donc, c'est ce que j'appelle le travail de cadrage militant. Une bonne partie de ce qu'est aussi la lutte sur la définition des mots, comme les mots terres agricoles, a aussi une dimension sensible. Il faut rendre visible, rendre perceptible ces terres agricoles. Et donc, il y a tout un travail de cadrage voilà, dont je parle là. Sur les terres agricoles, je me suis rendu compte qu'il y avait là aussi trois conceptions très différentes de ce qu'elles veulent dire. Tu me dis, c'est pour le temps, parce que je voudrais juste avoir du temps pour discuter à la fin. Mais il y a eu un procès, par exemple, au tribunal de grande instance. Aujourd'hui, c'est le tribunal judiciaire. Parce que le terrain là, sur lequel on voit la photo, là, sur lequel on a fait la fête, on a cultivé, ce terrain, en fait, il a été prêté par un agriculteur. Mais cet agriculteur, il n'en est pas propriétaire. C'est un autre agriculteur qui lui a confié. Mais cet autre agriculteur, il n'en est pas non plus propriétaire. Il a dessus une convention d'occupation précaire parce qu'il a été exproprié par l'établissement public foncier de la région Île-de-France. Vous voyez que le régime de contrôle foncier du terrain est assez complexe. Si la situation en arrive comme ça, c'est parce qu'en fait, on est dans une zone vouée à l'urbanisation qui fait que en fait, les agriculteurs, ça fait des années, des dizaines d'années aujourd'hui qu'on leur dit « vous allez être expropriés, on va finir par construire ». Et donc les agriculteurs ont deux conceptions. Moi j'ai travaillé un peu auprès des agriculteurs et je me suis rendu compte qu'il y avait deux conceptions des terres agricoles. La première, c'est celle d'un droit à cultiver, droit d'usage. C'est celle du fermage en gros.
Mais en gros, cette conception, elle est assez vite dépassée lorsque les conventions deviennent précaires, lorsque les plans locaux d'urbanisme sont révisés, et elle devient ce que j'appelle une réserve foncière ou un capital financier au moment où ils seront expropriés. Je ne vous ai pas dit, mais le montant d'expropriation de ces terres, c'est 10 fois le prix de la terre agricole. L'hectare, là, dans le triangle de Gonesse, il vaut 10 000 € du mètre carré. C'est les terres les plus productives de France, sans arrosage. Okay, le maïs, 120 quintaux à l'hectare sans arrosage. Eh ben, ces terres-là, elles sont achetées par l'expropriateur, les PFIF, à 100 000 € l'hectare, c'est-à-dire 10 € du mètre carré. Donc, vous comprenez que les propriétaires fonciers et agriculteurs, ce soit une aubaine pour eux, hein, puisqu'on leur dit de toute façon, vous allez finir par être exproprié, de vendre à 10 fois le prix, ça vaut le coup. Ça, c'est la conception un peu duale des terres agricoles des exploitants. Mais l'établissement public foncier qui, lui, poursuit en justice le collectif pour virer les légumes là, en disant vous n'avez pas le droit d'être là, lui, il dit moi, j'ai une convention d'occupation précaire avec un paysan, je voudrais qu'il puisse cultiver. Mais en vrai, sa notion qui lui permet de dire ça, c'est la notion de propriété privée, c'est-à-dire celle du Code civil. Hein. En tant que propriétaire, j'ai l'usus et l'abusus de cette terre, je peux la louer à qui je veux, je peux la transformer et l'urbaniser in fine. C'est une autre conception de la terre agricole juste comme ressource, comme capital, comme marchandise. Voilà, je vais dire comme ça. Et finalement, celle des militants, vous la voyez ici, c'est celle d'un patrimoine commun. Quelque chose dont on a hérité, je ne vous ai pas montré avant les fouilles archéologiques, hein, vous les avez vues passer vite fait. Ces terres sont cultivées, les fouilles l'ont montré, depuis 2500 ans comme en céréaliculture pour nourrir Paris et sa région. Et donc c'est un patrimoine dont nous avons hérité et que nous devons passer à nos descendants. Ce qui est intéressant, c'est que le patrimoine commun de la nation est aussi une notion dans le Code de l'environnement aujourd'hui, dans l'article L110.2, je crois. Et les militants s'appuient là-dessus pour défendre cette conception aussi au tribunal. Ce qui fait qu'on voit que les conceptions différentes des terres agricoles, que ce soit comme patrimoine commun, comme propriété privée, comme droit d'usage, comme réserve foncière, en fait, s'expriment aussi bien dans le terrain que dans le tribunal. Et les cours, là en l'occurrence le tribunal, a été sensible à ces arguments. Bon, cette guerre des mots, elle a été gagnée finalement par le collectif. C'est ça qui est intéressant à savoir, c'est que donc il a gagné le sens des terres agricoles, gagné le sens du centre commercial, gagné le sens du public. Et à la salle Olympe de Gouges, là, il y a eu un énorme meeting qui a consacré un peu cette victoire du sens. Zut. Et notamment, il a consacré le contre-projet, puisqu'il faut toujours avoir aujourd'hui un contre-projet, hein, le projet Karma, qui est de reconstruire une forme de résilience alimentaire dans la région du nord-est parisien avec des boucles, donc une nourriture à destination locale avec des entreprises de transformation de nourriture, puis ensuite des déchets qui sont compostés et qui reviennent au terrain. Le problème de cette mobilisation, c'est qu'il ne suffit pas de gagner le sens des mots pour pouvoir emporter la décision du gouvernement. Il faut encore faire monter la pression. Et donc, ça passe par différents moyens. Là, ce sont des bâtons de Notre-Dame-des-Landes. Je pourrais vous raconter l'histoire à leur propos, mais ça prendra un petit peu de temps. Mais par exemple, de faire du lobby auprès des politiques. Là, c'était lors juste avant les élections européennes. En fait, c'est une bonne occasion pour faire venir tous les candidats qui se prononcent effectivement pour ou contre Europacity, contre la gare du triangle de Gonesse. Moi, j'appelle ça ce travail d'évitement, ce travail de contrer l'évitement du politique. C'est très intéressant, cette idée qu'en fait, comment elle s'appelle, l'évitement du politique là, pardon, Eliassoff, voilà. Eliassoff, elle nous parle des associations qui font de l'évitement du politique. Mais en fait, dans le cas que j'ai rencontré, ce n'est pas les associations qui font de l'évitement, c'est les politiques qui font de l'évitement. Et donc, il faut les forcer à prendre position. Donc ça, c'est une instance. Mais on peut aussi commencer à bloquer les premiers travaux là, qui commencent d'arriver
et donc monter d'un cran, hein, dans la désobéissance civile, par exemple. Une autre façon, c'est d'élargir les motifs de la mobilisation. Par exemple, là, on a une promenade naturaliste et on découvre que le triangle est aussi un réservoir de biodiversité, ce dont on se doutait pas parce qu'on est dans une agriculture intensive avec beaucoup d'intrants. Et en fait, comme on est aussi dans un territoire de friche, eh ben, il y a beaucoup de haies sauvages, bon, il y a une grande diversité. Là, par exemple, on a occupé le hall de la Société du Grand Paris pour les forcer à un débat sur l'intérêt général de la ligne 17 du Grand Paris. Et c'était très intéressant parce que la Société du Grand Paris a horreur de la publicité, de la mauvaise publicité. Donc, elle n'a pas appelé la police. Et on s'est assis en cercle dans le hall de la Société du Grand Paris et on a commencé un débat sur l'utilité de la ligne 17. Et là, les 3 personnes ou 4 que vous voyez en costume debout, là, sont les directeurs du directoire de la Société du Grand Paris, directeurs de la ligne 17, qui sont descendus de leur bureau pour écouter ces choses-là. Et ce qui était intéressant, c'est que le jeu qui avait été mis en place, c'est une forme de jeu, hein, que je n'ai pas le temps de vous raconter, mais qui a été mis en place de questions-réponses autour de l'utilité de cette ligne, leur a empêché de prendre le contrôle de ce débat et a fait qu'ils sont devenus les jouets du débat lui-même et ont dû finir par reconnaître eux-mêmes que ces lignes, oui, artificialisaient des terres agricoles, non, n'avaient pas une utilité économique suffisante. C'est ce que la militante qui a organisé ça appelait ça un moment de démocratie volée. C'est très intéressant, cette idée que, suivant les formats de la discussion, on peut arriver à obtenir des moments démocratiques. Parler d'utopie réelle, hein, c'est intéressant. Un autre moyen de mettre la pression, c'était une marche de 2 jours de Gonesse jusqu'à Matignon. Alors ça permet un certain nombre de choses. Je n'ai pas tellement le temps de vous en parler, mais c'est une idée à la fois du nombre, mais aussi des alliances entre les luttes. Tout ça, ça a fait que la presse a été gagnée par les motifs de la mobilisation, que le promoteur comme le gouvernement n'ont pas réussi à défendre leur point de vue. Et donc, il y a eu une opinion publique à travers la presse. Là, j'utilise beaucoup la théorie de Kéré, hein, sur la publicisation. La presse a agi comme un aiguillon moral sur le gouvernement qui ne pouvait plus défendre le projet EuropaCity et qui l'a abandonné en 2019. Ah oui, il me reste 5 minutes. Alors, ouais, d'accord. Et donc, on a eu l'abandon d'EuropaCity qu'on a marqué par une cérémonie d'enterrement. Juste, ce que je voudrais raconter, c'est que ça, c'est une première étape de la mobilisation que j'appellerais un mouvement de réformisme radical, hein, qui tente de faire rendre raison aux institutions par l'aiguillon de la presse. D'accord ? Ce mouvement de réformisme radical, il s'appuie sur différentes choses, mais la première ici, c'est la confiance. La confiance non seulement entre les militants, avec le recrutement à la confiance dont j'ai parlé, mais aussi la confiance dans les médias d'une certaine manière et les institutions qui pourraient entendre raison, hein. Et donc, c'est ce que j'appelle une opération de rendre plus vertueux, hein, rendre plus vertueux les institutions. Il y a cette idée derrière ça que, en utilisant l'aiguillon médiatique, on peut essayer de forcer les institutions à rendre des comptes et à être plus démocratiques. C'est pour ça que je disais qu'il y a cette idée de sauver les terres agricoles et la démocratie en même temps. Bon, je passe assez vite, mais il y a des limites très importantes finalement à cette utilisation de la médiatisation. Par exemple, ici, là, j'ai fait une petite étude des impacts de la mobilisation sur Twitter. Et je me suis rendu compte que finalement, d'ailleurs, c'est Nathalie Blanc qui avait publié un papier avec Flaminia Padéou sur pourquoi la mobilisation Twitter n'a pas pris sur EuropaCity. C'était à l'époque assez tôt. Moi, je l'ai fait plus tard quand elle avait un peu mieux pris. Mais même, elle n'a jamais dépassé ce que David Chavalarias appelle la bulle de filtre de la mobilisation. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce réformisme radical qui marche à la confiance, c'est qu'il a quand même des limitations assez importantes
qui sont dans l'appareil médiatique lui-même, des limitations, j'allais dire, structurelles des algorithmes, mais aussi de la structuration de la presse en politique aujourd'hui, Bolloré, tout ça, quoi. Donc, la deuxième obstacle, c'est que, en fait, une fois qu'on a défait Europacity, on a défait un promoteur privé. Mais pour défaire l'État, l'administration de l'État, c'est une autre affaire. Et là, on fait face au Grand Paris Express, et notamment à la ligne 17 du Grand Paris Express, puisque dans l'annulation d'Europacity, Elisabeth Borne, qui était à l'époque la ministre de l'écologie, a dit OK, on arrête ce centre commercial qui artificialise des terres, il est dépassé, il est nul, en gros, elle nous dit, mais on garde la gare. Mais elle ne dit pas pourquoi. Or, une gare avec personne autour dans un rayon de 1,5 km, on se doute que ce n'est pas pour faire venir les habitants locaux, c'est pour construire. Comment, et donc la mobilisation, elle a changé à partir de 2019 pour devenir une mobilisation qui était contre un centre commercial et une mobilisation contre une gare de métro. Or, être contre une gare de métro, c'est une autre paire de manches qu'être contre un centre commercial. Et donc, on passe vers ce que j'appelle un nouveau régime d'action politique, qui est celui de la démocratie écologique publique. C'est là que peut-être ça touche un peu ce que vous disiez ce matin sur l'évolution des répertoires d'action. Par exemple, on commence à utiliser une violence symbolique. Là, on avait une grande maquette de la gare qu'on a détruite à coups de marteau. Ça a fait la une du Parisien pour dire cette gare, on n'en veut pas. Mais on a aussi d'autres moyens, comme par exemple, là, c'est ce que j'appelle une forme d'institution d'une nouvelle juridicité. Ça, c'est le serment du triangle qu'on a signé. Plus de 500 personnes se sont rassemblées un matin de janvier en 2021. Il faisait un temps épouvantable. On était plus de 500 et on a tous signé le serment du triangle. Ce serment, il a été écrit par les militants, copié sur le serment du jeu de paume, mais pour dire que nous aussi, on pouvait être instituants et faire de ces terres un patrimoine commun, tel qu'elle était d'ailleurs définie dans le Code de l'environnement, et sans déclarer les gardiens. Et que donc on ne se séparera pas tant que ces terres ne seront pas sauvées. C'est vraiment le clin d'œil. Ça, c'est une forme d'institution, d'institution de droit, mais pas d'un droit positif. D'accord ? C'est l'institution d'un droit qu'on pourrait appeler un droit coutumier, si on veut, qui est un droit dont on pense qu'il s'applique à l'échelle publique, à l'échelle de l'opinion publique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne suffit pas de le déclarer, encore faut-il tenir parole, et c'est ce que nous avons fait, puisque un mois plus tard, on a déclaré une zone d'occupation, donc une ZAD, qui a duré 15 jours, parce qu'elle a été évacuée très vite. J'ai publié un petit papier là-dessus que vous pouvez lire dans Politics. Mais cette ZAD de 15 jours a eu un effet extraordinaire sur la mobilisation. Elle a notamment montré d'abord, que c'était possible d'avoir une ZAD en Île-de-France. Les militants étaient là tous. La première ZAD en Île-de-France, c'était... Voilà. Mais elle a montré qu'il y avait des alliances très possibles entre différents courants écologistes, donc des autonomes, des désobéissants, des associatifs, je le fais en gros, mais aussi qu'on pouvait trouver des compromis très intéressants, notamment entre, par exemple, autonomie, hétéronomie, ou entre publicisation et secret, qui sont des choses qui traversent beaucoup les mouvements sociaux. Et donc, c'est, je pense, une étape importante dans ce qu'on a appelé la diversité des tactiques. Et là, alors moi, j'ai appelé diversité des tactiques, convergence des luttes, parce que c'était l'expression un peu consacrée à l'époque. Je pense que c'est plutôt convergence des tendances. Mais bon. Et puis, on voit que grâce à cette grâce à cette ZAD, le gouvernement a quand même un peu lâché du lest, puisqu'il a réduit la zone d'urbanisation de 280 à 110 hectares. Mais bon, il n'a pas lâché quand même. Mais on voit cette peur de la ZAD, elle est quand même assez extraordinaire. C'est assez fantastique. Mais malgré tout, les travaux continuent, en tout cas les travaux de la gare. Et ça, on peut dire que c'est une défaite du mouvement. Mais d'un autre côté, il n'y a aucun investisseur privé qui se risque dans cette ZAC, que j'appelle moi la ZAC du triangle de Gonesse, le triangle des Bermudes de l'aménagement,
parce que en fait, il y a une insécurité juridique énorme qui a été construite par les recours, même si certains en sont perdus. Il y en a toujours un certain nombre qui sont encore en cours. Et vous voyez, alors je n'ai pas le temps de détailler la frise, mais vous voyez en vert, là au milieu, c'est l'abandon d'EuropaCity. Vous voyez que le contentieux juridique, lui, dépasse largement cet abandon pour instaurer une insécurité juridique très forte sur l'ensemble de l'aménagement de la ZAC. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu paradoxale où le mouvement a obtenu l'annulation d'EuropaCity. Il n'a pas réussi à stopper la gare et sa ligne et sa gare, mais il a réussi à faire de cette zone une zone non investissable par les promoteurs. Alors, juste pour finir, je voudrais discuter cette idée de démocratie écologique publique. Je pense que le nouveau régime d'action qu'on a pu voir initié là, dans cette rapide ZAD, on le retrouve aujourd'hui à Sainte-Soline, à l'autoroute A69 et dans d'autres endroits, sous la forme de la combinaison de la publicisation d'une enquête en premier lieu et de la publicisation d'une occupation. Ce qui est intéressant, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la construction d'une légitimité par l'enquête et sa publicisation qui permet de justifier l'occupation auprès des médias. Ce qui fait que, par exemple, en 2020, je crois, ou 2021, on a vu Nicolas Giraud, le porte-parole de la Confédération paysanne, démonter la pompe d'une bassine à Sainte-Soline et l'exhiber devant les médias. D'accord ? C'est bien ce qu'on appelle l'action directe, illégale, mais légitime. Voilà. Et donc, il me semble qu'en combinant aujourd'hui l'enquête et sa publicisation, hein, et en la faisant suivre de moyens de blocage, d'occupation ou autres, voire de sabotage, hein, eh ben, on peut arriver à construire une nouvelle légitimité qui est une forme que j'appellerais de juridicité un peu supérieure à celle du droit positif. Voilà. Et il n'y a que comme ça, à mon avis, qu'on peut arriver à stopper aujourd'hui la dérive que j'appellerais illibérale ou dédémocratisation, comme on l'a dit ce matin, de l'aménagement à tout prix, hein, à tout crin. Juste une dernière chose pour conclure. Cette idée de l'enquête et de sa publicisation est très importante, à mon avis, parce qu'elle permet deux choses. Elle permet non seulement de légitimer et donc d'expliquer et de recruter, c'est là comme ça que le recrutement à la confiance se fait, c'est grâce à l'enquête, mais aussi elle permet de donner des limites éthiques à l'action. C'est-à-dire que toute action n'est pas bonne à mener si une action qui ne correspond pas à l'enquête qu'on a menée n'est pas forcément justifiée. Je vous donne juste un petit exemple. La semaine dernière, on était à la mobilisation contre Green Dock sur un grand entrepôt de logistique à Gennevilliers, qui est une mobilisation menée par les Soulèvements de la Terre, mais aussi l'organisation locale Non à Green Dock. Et en fait, je pense que bien que Green Dock mène une enquête très bien, une publication très importante, à mon avis, n'était pas très bien menée au sens où, par exemple, on a bloqué la voie de tramway dans notre mobilisation. Or, cette voie de tramway sert des populations très défavorisées de Gennevilliers, de l'île Saint-Denis, de Saint-Denis, qui n'ont pas compris pourquoi on bloquait un tramway. C'est là qu'on voit quand il y a une déconnexion, hein, entre l'action directe et l'enquête qui mène à définir les motifs pour lesquels on se mobilise, eh ben, on perd la légitimité. Et donc, aujourd'hui, on est en train de construire, je pense, cette éthique de la mobilisation à travers l'enquête. Voilà. C'est pour ça que j'étais content de voir qu'il y avait beaucoup de mots enquête dans le bouquin des soulèvements. Voilà, j'arrête là-dessus. Merci beaucoup pour cette intervention très, très riche. Je voulais te poser peut-être avant de donner la parole à la salle, 3 petites questions rapides. La première, en fait, elle part sur l'attention très précise que tu accordes et que je trouve vraiment très importante, en effet, aux luttes définitionnelles autour de public, terres agricoles, etc.
Et je me demandais, par exemple, pour prendre la question, enfin, celle du public, justement, comme objet de lutte en soi, est-ce que dans tous les cas, en fait, même du côté des militants, il n'y a pas quand même une tendance à invisibiliser sous cette catégorie en fait globale des hétérogénéités ou un certain nombre de légitimités inégales ou, voilà. Est-ce que tu vois le fait de mettre cette entité un peu là en avant, en fait, de ne pas changer de nom mais de le garder et de le redéfinir, en fait, contribue pas aussi peut-être à invisibiliser certaines formes d'inégalité? Ensuite, la deuxième question qui est liée à ça aussi, c'est du coup, en fait, dans le cadrage de la cause et notamment dans la guerre des mots, est-ce que tu relèves certaines formes d'articulation entre justice sociale et écologique et sous quel mot? Et puis, par curiosité, j'étais très intéressée aussi parce que tu décrivais notamment dans la période de la ZAD qui éclaire peut-être justement les bâtons de Notre-Dame-des-Landes et voilà, des alliances en fait avec d'autres mouvements. Est-ce que ces alliances ont perduré au-delà de la ZAD? Et du coup, est-ce qu'il y a des alliances explicites où le collectif en fait s'engage aussi dans des opérations du type campagne super locale ou mouvement ni ici ni ailleurs? Voilà, merci. Bon, j'en ai encore plein, mais j'arrête, je vais vous laisser parler. Oui, donc tu parles sur les mots, tu dirais les mots publics ou centre commercial ou terre agricole, ils invisibilisent des inégalités publiques. Est-ce que tu vois le fait d'utiliser le terme public Ouais. et y compris pour les militants, c'est pas une manière Mhm. de finalement un peu le pendant de l'intérêt général. Ouais. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que par rapport aux autres partis, par exemple que je montrais, le commissaire enquêteur ou les pro-aménagement, je crois que les militants ont bien plus le sens de la bataille des mots, c'est-à-dire qu'ils se rendent plus compte que les autres que leurs mots veulent dire autre chose que les mots de leurs adversaires. Alors qu'à l'inverse, je ne crois pas que le commissaire enquêteur se rende compte que les autres veulent dire autre chose. Lui, il est pris dans un... Et de la même manière que les... Enfin, c'est compliqué cette histoire, mais ce qui est intéressant dans cette mobilisation, c'est qu'il y a vraiment un engagement assez fort avec les adversaires. Et donc, on est toujours un peu forcé d'entendre, d'écouter, de voir le point de vue de l'adversaire. Donc, il n'y a pas de risque, je pense, d'être isolé dans sa bulle de ce point de vue-là. Par contre, ce risque, il existe sur les réseaux sociaux, où là, il n'y a pas de rencontre. C'est ça qui est... Le risque est là. Je pense que le risque est plus au niveau médiatique, en fait, que ça se passe, cette absence de dialogue. Après, peut-être que tu pensais, public, y a invisibiliser les inégalités territoriales. C'est ça que tu voulais dire ou... Non, je crois qu'on parle assez peu de justice, à vrai dire. On parle plutôt effectivement de projets de dégâts, tu vois, de risques. Mais aussi, il y a vraiment cette idée dans la mobilisation d'un intérêt général, c'est-à-dire d'une défense, c'est-à-dire que c'est le mouvement qui représente la défense de l'intérêt général. Et par exemple, le projet Karma, là, le compte projet que je vous ai montré, c'est un projet dont les militants pensent qu'il bénéficierait à l'ensemble des quartiers alentours, quels qu'ils soient pauvres ou riches d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être parfois un manque de pensée de la diversité des populations. Non pas qu'ils refusent de l'avoir, hein, mais c'est plutôt cette résistance à formaliser les mots d'ordre d'une façon qui ne soit pas, j'allais dire, plus universaliste, tu vois, ou de l'intérêt général. En fait, c'est le vocabulaire de l'intérêt général qui ne permet pas vraiment. Alors là, par exemple, en ce moment, il y a un seul projet qui justifie la gare dans le Triangle. C'est un projet qui est porté par la région Île-de-France d'une cité scolaire. D'accord ? Ils veulent mettre une cité scolaire avec un lycée agricole juste là à la gare, c'est-à-dire le plus loin possible des habitants et le plus près possible des avions. Et donc, les militants pensent que cette cité scolaire, elle est là juste pour justifier la gare,
qu'en fait, elle instrumentalise les besoins d'éducation des banlieues pauvres du 93 ou du 95, donc Sarcelles, Villiers-le-Bel, pour déplacer ces pauvres élèves qui devront prendre un bus pendant une demi-heure pour aller dans le triangle de Gonesse sous les avions. Et là, les militants disent bien ça. Ils disent bien on instrumentalise les besoins du 95, mais ils ne disent pas que les besoins du 95 sont pour des enfants qui sont majoritairement des enfants d'immigrés de classes très populaires. Ils pourraient le dire, mais ils ne le disent pas. Voilà. Et donc ça, c'est probablement une des limites. Hein. Moi, je le dis dans mes écrits, mais ce n'est pas une critique très forte non plus, puisque de toute façon, c'est quand même une visée altruiste. Et quand il y a eu des personnes, disons, de classe très populaire ou d'origine immigrée, de couleur, pour le dire plus simplement, qui sont venus dans le mouvement, ils et elles ont été très bien accueillis. D'accord ? Donc, voilà, c'est un peu délicat de toujours dire, enfin c'est compliqué hein, de dire, voilà, c'est toujours les Blancs qui se mobilisent. Bon, il y a quelques non-Blancs dans la mobilisation, mais pas beaucoup. Parce que finalement, s'ils ne se mobilisent pas, qui va le faire ? Voilà, il n'y en aura pas, hein, il n'y aura pas de mobilisation. D'ailleurs, les gens que j'ai rencontrés, moi, à Gonesse, je leur ai posé la question, je leur ai dit pourquoi, qu'est-ce que vous en pensez de cette mobilisation ? J'ai parlé à une quinzaine de personnes. En fait, ils m'ont dit, nous, la politique, ça ne nous intéresse pas. Moi, je ne vote pas. Le projet Europa City, on verra bien s'il se fait. Et je leur dis, on vous a promis des emplois. Ils disent, oui, on en promet, mais on ne sait pas si ça va venir. Avant, il y avait Usine Saint-Terre qui devait venir, ça nous avait promis des emplois, ils ne sont jamais arrivés. Donc, ils ont perdu confiance. Ces gens-là ont perdu toute confiance dans la politique locale. Et quand je leur dis, mais il y a un contre-projet qui pourrait vous intéresser, ils me disent, pareil, on verra bien, hein, voilà, pas confiance. Et donc c'est très difficile de recruter, puisque là c'est une lutte, que je le dis, qui recrute à la confiance, de recruter des gens qui ont perdu confiance. C'est assez dur, d'accord ? C'est pas impossible, mais c'est dur. Et je pense pas, donc c'est difficile de reprocher ça au mouvement, je pense, mais d'autant plus qu'ils font des efforts, hein, mais voilà, ça c'est compliqué. Sur oui, les bâtons Notre-Dame-des-Landes, je ne sais pas si j'ai le temps de vous le dire, mais juste en 2 mots, ces bâtons-là, on était un certain nombre du groupe à la ZAD pour fêter l'abandon de l'aéroport. Donc c'était à l'hiver 2018. Et il y avait un champ de bâtons que les militants avaient planté là-bas pour dire si jamais le projet revenait, on viendra chercher ces bâtons. Il y en avait 30 000 ou 40 000 bâtons là, plantés dans un fossé. On viendra les chercher pour défendre la ZAD. Et donc là, il y avait une des figure historique de la ZAD, Geneviève, qui nous a dit, Coiffard, pardon, qui nous a dit, prenez des bâtons, emmenez-les dans vos luttes. Voilà. Et donc pour marquer la solidarité avec la ZAD. Et donc on a pris 2 bâtons qu'on a plantés. Ce qui était intéressant, c'est que lorsqu'on a fait la fête, vous avez vu la girafe, là, la tour qu'on a construite, il y avait des panneaux partout, tout ça a disparu, sauf les bâtons. Et c'est arrivé comme ça 3 fois, que tout a disparu sauf les bâtons. Et donc on a commencé à se poser des questions à propos de ces bâtons. Est-ce qu'ils sont des talismans ? Est-ce que les aménageurs ont peur d'enlever ces bâtons ? De quoi ont-ils vraiment peur ? Et ça m'a permis de commencer à explorer cette idée de l'imaginaire de la ZAD chez les aménageurs, hein, les aménageurs publics, tout ça. Il y a vraiment une peur assez extraordinaire du mot ZAD. Alors, parfois, je me disais peut-être qu'ils les laissent parce qu'ils veulent nous stigmatiser comme zadistes. Voilà. Et donc, j'ai fait un petit test pour voir sur Twitter, justement. Eh bien, non. Et donc, voilà, j'ai tout un chapitre un petit peu spéculatif dans mon écrit, là, dans lequel j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça signifie en termes de, finalement, j'allais dire, de mythe de la légitimité. Voilà. Et donc là, il y a cette idée que les bâtons de la ZAD et la ZAD en général contestent en fait la légitimité du gouvernement. Et cette contestation de la légitimité, elle se fait sur un régime mythique. Et donc, ça fait très peur au gouvernement, ça. C'est-à-dire qu'on pourrait réaliser que le mythe que la souveraineté de l'État, du gouvernement, est aussi un mythe. C'est ça le risque. Voilà.
Merci beaucoup pour cette présentation qu'on attendait depuis longtemps. Non, mais qu'on attendait. Ouais. Non, c'est pas la première. Moi, c'est la première à laquelle j'assiste en tout cas. Oui, j'avais peut-être 2 remarques à faire qui sont aussi des questions. La première, ça concerne bien évidemment le lien avec les mobilisations urbaines ou environnementales urbaines. C'est-à-dire que la journée est passionnante, mais effectivement, je m'interroge sur la coupure qu'on continue à faire entre le fait que les mobilisations environnementales ne sont pas en ville, enfin elles sont parfois en ville, mais pas aujourd'hui en tout cas, et qu'elles sont par définition dans l'en-dehors de la ville. Et puis par ailleurs, je pense que ça serait intéressant d'entamer une discussion sur un certain nombre de tes conclusions ou de tes observations par rapport aux mobilisations urbaines, et notamment celles qui ont lieu dans les quartiers ou à partir des quartiers populaires. Je pense qu'il repose beaucoup aussi maintenant, depuis longtemps, sur une association entre enquête, voire occupation, et je pense à notamment l'Almagar, enfin, je veux dire, dans ces derniers développements, ou ce qui se passe maintenant dans le quartier de l'Épeu, à Roubaix, où il y a une fantastique enquête qui est en train d'être conduite par des habitants sur les courets qui vont être démolis, etc. Et où il n'y a pas d'occupation par ailleurs. Voilà, je m'interroge sur ces liens. On en a déjà discuté dans les couloirs, mais je veux dire, si on peut commencer à tracer quelques liens, ce serait ça. Merci beaucoup. Oui, merci Agnès. Bon, ok, d'accord. Hop. C'était lequel des deux a levé le premier? Bon. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a des expressions qui reviennent de manière récurrente dans ton intervention, à savoir d'abord celle de cadrage, la manière dont ce mouvement-là définit sa cause et la problématise, mais aussi ce que tu as appelé la défense des mots de la mobilisation. C'est quelque chose qui m'a marqué parce que ça revient c'est très fort dans ta présentation. De la même manière, on pourrait voir aussi dans ton intervention l'idée de la défense des espaces. En tout cas, à chaque fois quand je regarde les images que tu diffuses au fur et à mesure que tu parles, je vois effectivement la défense des espaces. Et du coup, la question spatiale est centrale et fondamentale, me semble-t-il, dans ta présentation. Tu as présenté le hall de la Société du Grand Paris, les terrains agricoles que tu as montrés, les zones d'occupation, et notamment la ZAD. Et en sociologie des mouvements sociaux, en géographie des actions collectives, il y a l'idée que l'espace n'est pas simplement un décor, mais un cadre, quelque chose qui se vit, qui se représente si on suit les catégories lefévriennes. C'est quelque chose de très matériel. Du coup, ce qui m'amène à ma question de savoir comment les militants vivent cet espace de lutte. Quelle place, à partir de leur propre catégorie, donnent-ils à ces espaces-là, ces espaces en gros, comme tu l'as appelé, de démocratie écologique. Je voulais poser une question, mais tu as répondu aussi très brièvement tout à l'heure sur la place des personnes issues des quartiers populaires et des minorités ethno-raciales. Du coup, tu dis qu'en fait, il n'y a pas des formes d'alliance qui s'établissent, même si c'est des espaces plus ou moins proches en fait, des quartiers populaires. Et donc les non-blancs, par exemple, que tu as pu voir ou rencontrer dans le cadre de cette mobilisation-là, quelles sont leurs trajectoires? Est-ce que c'est des gens qui sont ancrés localement ou est-ce que c'est des militants de Paris qui viennent s'investir dans ce type de mobilisation? Merci. Merci Stéphane. Alors moi j'ai deux petites questions. C'est sur comment tu définis les contours de l'enquête, ce qui serait de l'ordre de l'enquête et ce qui serait de l'ordre de l'action, dans la mesure où est-ce qu'une action collective n'est pas en fait une forme d'enquête au sens du Gouéien de l'enquête, c'est-à-dire de prendre prise sur une situation problématique et de renouer un lien entre subir une transformation d'un milieu et agir sur cet environnement. Et du coup, comment est-ce que tu as réussi à faire une sorte de typologie un peu de différentes formes d'enquête et voilà. Et puis ma deuxième question, c'était sur
sur les relations de cette lutte avec d'autres luttes dans d'autres territoires et raconter un petit peu lesquelles et à quel moment. Est-ce que c'est à partir de l'occupation qu'il y a eu des déplacements de militants à la fois sur place et puis des militants de Gonesse ailleurs. Enfin voilà, raconter un petit peu ça aussi. Merci. Merci pour cette présentation. Et vous avez dit à un moment que c'était la première ZAD en Ile-de-France et depuis on a eu une autre sur le plateau de Saclay, donc à Saclay. Et de ce que je connais de cette lutte, donc pour le coup au sud de Paris, enfin sud-ouest, 91-78, il y a beaucoup de choses qui m'apparaissent similaires. Est-ce que vous avez eu aussi l'occasion d'aller faire un peu de terrain là-bas donc là, c'était plus des tronçons de la ligne 18 qui malheureusement a été construite. Est-ce que vous avez fait une analyse un peu comparative de ces deux zones? Est-ce que c'est les mêmes militants? Voilà, merci. J'arrive au pas de charge parce que je vois que notre temps se... Merci Valérie. Donc Agnès, enquête et lutte urbaine. Oui, en fait, l'enquête, c'est rien de nouveau. D'accord, les associations, les groupes mobilisés mènent l'enquête depuis longtemps. En fait, en sociologie des problèmes publics, certaines sociologies des problèmes publics dit que toute mobilisation commence par un trouble sur lequel une enquête est menée pour devenir un problème. D'accord. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, je pense, c'est d'une part la recherche de publicisation de l'enquête, qui n'est pas nouvelle non plus, puisqu'il y a déjà eu ça, mais c'est plus systématique, je pense, aujourd'hui. Et d'autres ont appelé ça la montée en généralité, par exemple. Mais surtout, l'utilisation de cette enquête pour légitimer d'autres moyens d'action. Voilà. C'est cette idée qu'aujourd'hui, l'enquête ouvre des moyens d'action dits désobéissants, voire violents. Violents au sens pas contre les personnes, hein, mais contre les biens, et les légitimes. Voilà. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que je pense qu'on est en train le mouvement social, là, si on peut l'appeler comme ça, écologiste aujourd'hui, est en train de travailler la légitimation de ces moyens d'action. Voilà. Et ça, c'est relativement nouveau. Si on peut prendre l'histoire, c'est intéressant, hein, par exemple, si on lit Howard Zinn sur les l'IWW, les International Workers, on voit qu'ils avaient, par exemple, leur propre presse, ces gens-là. Ils avaient déjà une façon de travailler à la fois sur le front médiatique et sur le front du blocage des usines, de l'occupation, tout ça. Ce qui est un peu différent, c'est qu'aujourd'hui, les médias ne sont pas les médias de la mobilisation. C'est ça le problème, c'est qu'on a une sphère médiatique qui échappe d'une certaine manière à la mobilisation et dont le but est qu'il faut la capter, quoi. Et ça, c'est la difficulté, en fait, aujourd'hui. Je pense qu'on fait face à une beaucoup plus forte difficulté de ce côté-là que du côté des moyens d'action directe. C'est ça qu'on ne réalise pas. Et par exemple, les soulèvements aujourd'hui sont en train de faire le trajet intellectuel de l'action directe vers la légitimation. D'accord ? Ce n'est pas l'inverse qu'on est en train de faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, voilà, ça c'est juste pour... oui, l'espace n'est pas un décor, oui, mais évidemment, bien sûr, vous avez raison. Ce qui est intéressant, c'est que les militants, en fait, développent des attachements à cet espace, hein, à travers leurs pratiques. Ils le cultivent. Pour eux, comme je dis, c'est un patrimoine au sens assez riche, hein, au sens de l'héritage des ancêtres, mais aussi de la nourriture, de l'alimentation qu'elle peut nous fournir, de la lutte contre l'effet de chaleur urbaine, par exemple, de la protection de la biodiversité. Enfin, et donc, il y a plein de facettes spatiales de cet espace qui ont une vie propre. C'est ça qui est intéressant. Et donc, quand je dis les effets de cadrage ou de défense des mots, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'ils passent non seulement par un discours intellectuel, mais aussi par une pratique
de l'espace. D'accord ? C'est pour ça que le cadrage, quand je le dis, le cadrage, c'est à la fois un cadrage sémantique, mais c'est aussi un cadrage sensible. D'accord ? Un cadrage perceptif. Les militants donnent aux visiteurs le cadrage, je vais dire, purement photographique. Hein. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans cet espace pour réaliser que c'est des terres agricoles. Bref. Les non-blancs, ouais, très intéressant. Les non-blancs. Il y en a eu un petit peu des non-blancs qui se sont investis dans cette lutte. Donc, il y en a eu qui sont quelques-uns qui sont membres du conseil d'administration, donc qui sont des militants d'origine, hein, des écolos d'origine du coin. Donc, il y en a quelques-uns. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns. Et puis, il y a aussi un groupe qui s'appelait les Nous-Gonéciens, qui était un groupe de jeunes racisés de Gonesse, plutôt des quartiers résidentiels, je dirais, pavillonnaires, qui avaient, pour certains, fait partie du conseil municipal de la jeunesse de Gonesse et qui s'étaient rendus compte que la démocratie municipale était une blague. À Gonesse, c'est intéressant de voir le vote du conseil municipal. Même les Verts, ils votent pour ce que dit le maire, sinon ils se font exclure. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Gonesse, c'est une ville riche avec une population pauvre. D'accord ? C'est une ville qui touche les taxes de l'aéroport et d'autres entreprises, mais dont les conditions d'habitabilité sont très difficiles à cause du bruit des avions, essentiellement. Donc les populations qui déménagent à Gonesse, elles viennent parce que les loyers sont pas chers. Elles viennent, et dès qu'elles ont un emploi digne de ce nom, elles quittent la ville. D'accord ? Ce n'est pas une ville dans laquelle les gens développent un attachement au territoire, à part peut-être dans les quartiers pavillonnaires où les gens sont propriétaires. C'est tout. Et donc, voilà, c'est intéressant de comprendre ça parce que ça veut dire que les gens ne sont pas là, pas prêts à défendre Gonesse. D'accord ? Ça ne va pas arriver, ça. C'est pas... Bref. Ouais, il y a eu... Bon, voilà, on pourra en reparler si tu veux, mais... J'arrive plus à me relire. Ah oui, l'enquête versus l'action. Différentes formes d'enquête. Oui, effectivement, il y a différentes formes d'enquête, mais l'enquête dont je parle, c'est quand même une enquête assez, j'allais dire intellectuelle, hein, au sens où il faut vraiment développer les arguments qui font qu'on sait pourquoi on se mobilise et on sait l'expliquer à d'autres gens pourquoi on se mobilise. Et donc l'enquête, elle est parfois assez rébarbative. Il y a des gens dans la lutte qui sont, par exemple, Jacqueline Lortiwa, qui est une socio-économiste à la retraite, qui passe un temps fou sur les données emploi, transport, à démonter tous les discours des aménageurs. Ça, c'est quelque chose que personne d'autre qu'elle ne ferait, tellement c'est insupportable à faire. Il faut être qualifié, et en plus, c'est des pages et des pages de choses très difficiles à comprendre. Après, il y a des aspects de l'enquête qui sont beaucoup plus sensibles. Donc, par exemple, Bernard Loup, le président de l'ASSO, lui, il a une très très bonne connaissance du milieu politique local. Et donc, il sait qui est qui, il sait qui connaît qui. Et ça, c'est une enquête, j'allais dire, interpersonnelle, on pourrait dire comme ça. Hein. Il a un savoir politique, une connaissance du territoire que personne ne peut remplacer. Et après, il y a aussi des dimensions sur l'enquête, j'allais dire, directement sensibles et perceptives. Par exemple, voir les fouilles agricoles, voir qu'il y a... là, des silos à blé qui datent de 1500 ans, voir qu'on peut cultiver des légumes, on les a cultivés, on les a récoltés, on les a cuisinés. Ça fait partie de l'enquête. D'accord ? Donc, il y a une enquête qui est continue, si tu veux, qui nourrit. Mais il y a quand même, je dirais, des dimensions effectivement différentes de l'enquête. Je dirais celles qui sont proches de l'enquête, j'allais dire presque sociologique, tu vois. À la limite, j'aurais pu mener la même enquête qu'eux pour savoir s'ils ont raison. Mais comme ils l'ont fait, je n'ai pas besoin de le faire. Mais, voilà. Bref, voilà. Relation de cette lutte avec d'autres territoires. Ah oui, c'est intéressant. Donc, ça touche à Saclay aussi. Donc, dès en fait l'abandon, même avant l'abandon d'Europa City, il y avait lors des dimanches, qu'on appelait les dimanches hein, sur le Triangle, il y avait d'autres luttes qui venaient parler. Donc, on a eu la lutte contre le Terminal 4. À Roissy, qui a été gagnée d'ailleurs. On a eu la lutte des jardins d'Aubervilliers, qui a été gagnée aussi, au final aussi, même s'il y a eu un peu de destruction. On a eu la lutte contre la destruction de l'aire des vents dans le parc de la Courneuve. On a eu la lutte contre une piscine olympique à Taverny. On a eu la lutte contre la vente du domaine de Grignon.
On a eu la lutte contre le Val-Bréon dans la Seine-et-Marne. Et donc, en fait, il y a eu plein de luttes qui sont venues s'agréger et qui ont marché avec le collectif, qui sont venus faire participer aux tables rondes. Après la ZAD de 2021, qui a été vraiment un aimant pour beaucoup de militants dans la région, il y en a pas mal de ces militants qui sont partis notamment au jardin d'Aubervilliers, mais aussi à Zaclay. Donc il y a des gens de Gonesse, enfin des gens qui étaient dans la lutte de Gonesse qui sont à Zaclay. Et donc il y a vraiment une circulation entre les mobilisations dans la région parisienne. Alors à Zaclay, il y avait un débat très intéressant pour savoir si on appelait ça une ZAD ou pas. Et de fait, le terrain était prêté par un agriculteur et donc il y a certains, moi je n'ai pas d'opinion, mais il y a des gens sur place qui disaient on ne peut pas dire que c'est une ZAD parce que ce n'est pas une occupation au sens illégal du terme. Voilà. Mais d'autres disaient oui, on peut dire que c'est une ZAD. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça Zaclay, pas Zadclay ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et donc il y a eu des débats intéressants. Le problème de la lutte de Zaclay, c'est qu'elle fait face à un appareil d'État, c'est le même qu'à Gonesse, mais là, avec en plus des instruments de gouvernance comme une OIN, une opération d'intérêt national qui coupe court à certaines choses, et puis surtout le complexe du plateau de Saclay de recherche et d'enseignement, qui est aujourd'hui construit et qui fait que quand même, voilà, c'est difficile. En fait, il faut réaliser que la lutte du plateau de Saclay est plus ancienne encore que celle de Gonesse. Mais pendant les années 90-2000, elle avait été plus ou moins abandonnée. 2000-2010. Et en fait, c'est la lutte de Gonesse qui a relancé la lutte de Saclay. Alors qu'elle avait été un peu abandonnée par les gens de Terre et Cité et tout ça, quoi. Mais, voilà. Donc c'est compliqué, mais il y a des relations très fortes. Voilà. Après, j'ai des étudiants qui ont travaillé sur Saclay, mais pas moi personnellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces réponses très précises. Et puis merci à tout le monde. Je vais, avant 17h, parce que Patrice va devoir partir, donc je te laisse vite le mot de la fin. Oui, alors mes collègues m'ont demandé non pas de conclure, rassurez-vous, mais simplement de dire merci. Donc on va travailler ensemble la synthèse qu'on présentera la prochaine fois. De dire merci à toutes et à tous, merci à ceux qui sont restés. Donc c'était la première journée d'études de notre axe au sein du GIS. Alors moi je suis un peu partie prenante, mais je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. En termes de format, donc on reproduira sous un format similaire ou proche donc, des journées d'études pour se saisir de thématiques. Alors on a déjà réfléchi à 2 thématiques, donc mais qu'on confirmera. L'une qui n'a pas tenu aujourd'hui dans la journée et qui néanmoins était présente un peu ce matin, qui est la question de la nouvelle place du droit, de la judiciarisation, pas simplement du procès climatique, mais aussi à la fois de l'évolution du contentieux stratégique et de la fermeture des possibilités de recours. Donc on a une journée sur ces questions-là qui aura lieu vraisemblablement en début d'année prochaine. En tout cas, on confirmera ça rapidement. Et puis une autre action qu'on voulait aussi construire avec le réseau justice environnementale pour traiter de la question des demandes ou de la reconnaissance de justice, mais qui reste encore à caler. Donc on vous tiendra au courant de ces questions. On utilisera la liste des gens inscrits pour diffuser les informations sur nos activités. Et voilà, donc une pierre au débat qui continue dans d'autres contextes. Mais je vous remercie.